Moi, aujourd'hui, comme ça a été dit, je suis à Al-Barid Bank. Enfin, Al-Barid Bank, c'est une banque marocaine qui est la banque postale marocaine. Et enfin, j'ai on va dire un périmètre de responsabilité qui ne peut-être qui n'est pas totalement reflété sur on va dire sur le titre qui a été présenté. Aujourd'hui, je chapeaute un certain nombre d'activités, notamment les technologies, les opérations, la finance, l'activité de marché, la stratégie et tout ce qui est l'activité digitale d'une manière globale. Je suis en même temps membre de directoire d'Albert Bank. Donc aujourd'hui, le secteur bancaire, je pense qu'il connaît des transformations assez profondes sur le volet digital et on aura l'occasion de partager avec vous, on va dire, notre expérience et les enjeux à la fois de la transformation digitale et le sous-jacent qui est la sécurité, qui est un élément, on va dire, un prérequis essentiel pour réussir ces transformations digitales. Tout à fait, merci Voilà. beaucoup. Effectivement, c'est un très beau sujet. Alors, sachant que dans le cadre de cette conférence, nous allons essayer d'aborder beaucoup de sujets, mais vous avez dit que certains sont très importants. Et en regardant aussi, je dirais, cette continuité d'activité, également au travers de trois grands secteurs clés, les banques, vous l'avez cité, les opérateurs télécoms, le secteur public et l'administration aussi. Tous ces secteurs, quand on y réfléchit, ces trois grands secteurs, télécoms, banques et secteur public, administration, c'est les trois secteurs qui brassent le plus de données, d'informations, de données personnelles aussi, sur les citoyens, sur leurs clients, sur les usagers. Donc, vous comprenez que ces trois secteurs ne sont pas neutres, ils sont vraiment au cœur de ces enjeux. Moi, j'avais une première question pour vous trois. Si on regarde justement cette notion de continuité des activités et des enjeux associés, où est-ce que vous placeriez au niveau global le débat? Est-ce que c'est des questions d'outils? Est-ce que c'est des questions d'organisation de vos différentes institutions, des institutions que vous connaissez, entreprises comme secteur public, qui sont au cœur de ces enjeux? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a la capacité, les institutions, de bien gérer cette continuité d'activité? Est-ce que c'est au niveau des hommes, de l'organisation, de où sont les responsables sécurité, SSI, etc. Est-ce que c'est une question d'outils? Est-ce que c'est une question de technologie? Peut-être Napol? Oui, oui, on ouvre le débat, oui. Alors, extrêmement bonne question. Et je pense qu'elle est la question, je dirais, primordiale qui va permettre un petit peu de dresser l'état des lieux. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir assurer il y a plusieurs éléments, parce qu'aujourd'hui, la technologie elle-même, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Aujourd'hui, je pense qu'il y a trois éléments qui font les piliers plutôt, d'une bonne transition digitale pour les entreprises afin qu'elles puissent assurer cette continuité de service. On parle des process, on parle de la technologie, mais on parle également des ressources. Et les ressources, c'est extrêmement important. Et on va voir que dans différents cas de figure, lorsqu'on est en pénurie de ressources, malheureusement, malgré tous les dispositifs technologiques qu'on va pouvoir mettre en place, s'il n'y a pas cet aspect humain derrière en termes de ressources pour pouvoir les piloter convenablement et pouvoir ressortir les données les plus importantes, puisque comme vous l'avez dit, si on réunit les trois secteurs d'activité, à savoir les télécoms, le secteur financier ainsi que les organismes publics, ça représente grosso modo quelque chose, je dirais, comme les 70% des data. Et là, je pense qu'on serait tous d'accord que sur les 5 dernières années, on a pu créer la taille des data qu'on a, qui est l'équivalent de tout ce qui a été créé avant, multiplié par 3 ou par 4. Parce qu'aujourd'hui, les applications et les différents, je dirais, éléments digitaux sont très, je dirais, générateurs de data. Et donc, on a cet aspect de gestion de cette taille colossale des données. Mais avant de pouvoir parler de cet élément-là, il y a un aspect extrêmement important qui doit être, je dirais, au centre de tous les débats, puisque pour pouvoir faire cette transition digitale, on a besoin d'avoir cette confiance numérique, parce que toute personne étant citoyen, étant employé ou utilisateur d'un système digital, on doit avoir cette confiance sur ce système-là pour pouvoir interagir et pouvoir
assurer une transaction, quelle que soit sa nature, une transaction financière, une transaction pour d'autres secteurs d'activité. Et donc là, malheureusement, cet aspect-là est, je dirais, le fondement même de toute cette transformation digitale. Et sans confiance, il n'y a pas de digitalisation. Pour pouvoir le faire, on a besoin de cette cybersécurité. Donc, la cybersécurité, et c'est pour ça qu'il y a cet acheminement, je dirais, des éléments, c'est grâce à la cybersécurité qu'on va pouvoir avoir une confiance afin de pouvoir bénéficier et faire en sorte d'utiliser la technologie au sein des entreprises, mais également d'un point de vue transactionnel entre différentes ressources ou différentes entreprises elles-mêmes. Donc là, je pense qu'il y a un certain nombre de mécanismes extrêmement importants à avoir en tête. C'est que la cybersécurité, pour qu'elle puisse donner tout son sens à cette digitalisation, doit être bâtie au moins, je pense moi, sur, je dirais, 3 éléments essentiels. Le premier, c'est que la sécurité ou la cybersécurité ne vient pas à la fin. C'est-à-dire, on ne pourra jamais dire qu'en mettant en place, c'est comme, allez, on va faire une similitude avec le domaine de la construction immobilière. Jamais un architecte ne va venir après la construction pour mettre en place des portes coupe-feu. Mais ça va être intégré dès le départ, avant même, sur les plans, avant de pouvoir, je dirais, la mettre en place. Je pense qu'on peut faire un parallélisme exactement dans le monde du système d'information, puisque tous les architectes du système d'information doivent intégrer de manière basique et par défaut cet aspect de sécurité au sein lors de l'élaboration et de la construction de ce système d'information. Deuxième élément, à mon sens, ça doit être également le health check permanent. Parce que la sécurité à un instant T, lorsqu'il est validé, ce n'est plus le cas lorsque vous allez bouger d'une heure ou même une journée après, puisque le monde de la cybercriminalité évolue tellement vite, tellement rapidement, que ce que vous avez mis comme dispositif aujourd'hui peut s'avérer inefficace demain ou dans un mois ou dans une année. C'est pour ça que, à l'instar de ce qu'on fait lorsqu'on part chez un médecin pour faire un health check de la santé, je pense qu'on doit faire aussi des health checks réguliers de la cybersécurité, comme le fait, et ça c'est quelque chose qui est piloté par le RSIC, et c'est là où on voit le rôle pivot important du RSIC pour pouvoir piloter des dashboards au quotidien de l'état de santé de son système d'information. Et troisième élément, à mon sens, et c'est le dernier point sur les 3 piliers que je cite, c'est avoir ce qu'on appelle la cyber-résilience, c'est-à-dire même en cas de mise en place d'un certain nombre de dispositifs, même l'entreprise, elle se dit qu'elle est capable de pouvoir faire face à toute éventualité de cyberattaque et tout, on doit avoir cette résilience en cas d'attaque. Parce que, je suis désolé de vous le dire, et je ne vous apprends rien, c'est que malgré tout ce qu'on peut mettre en termes de dispositifs de sécurité, bon nombre d'entreprises se font avoir avec des attaques majeures, etc. Donc, voilà les éléments que je pourrais citer dans un premier temps qui peuvent être les piliers majeurs pour pouvoir assurer cette transformation digitale avec le rôle également prépondérant du RSSI, avec le DSI également, qui ont changé complètement de casquette, puisque dans les années 90 et même début des années 2000, on ne donnait pas la même importance à ce duo DSI-RSSI comme ce qu'on a aujourd'hui, qui reste un petit peu des éléments phares dans cette transformation digitale de l'entreprise. Voilà. Merci infiniment, parce que je pense que ça pose très bien le débat et montre bien quelques éléments importants. Mohamed El Massoui, je pense que tout ce que vous avez entendu là, ça vous parle beaucoup dans le secteur bancaire. Absolument, absolument. Mais je voulais revenir quand même, peut-être pour clarifier un peu la notion de plan de continuité d'activité ou la continuité d'activité, parce que ce sont des aspects très réglementés dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire, la continuité d'activité est une exigence fondamentale qui est suivie par le régulateur. Donc, d'une manière globale, c'est que les banques doivent disposer d'un plan de continuité d'activité en cas d'incident, d'une catastrophe naturelle, pour assurer la continuité du service. Ça, c'est un élément fondamental au niveau de l'exercice de l'activité bancaire. Après, si on veut descendre un peu plus, parce que la continuité d'activité, il y a plusieurs composants. Mais au cœur de la continuité d'activité, il y a le système d'information. On ne peut pas assurer la continuité d'activité s'il n'y a pas la disponibilité du système d'information. Et à partir de là, bien entendu, on va dire la couche sécurité est un élément fondamental dans tout cela. Mais je voulais
d'aller vers le sujet important qui est la sécurité des données d'aujourd'hui, c'est de faire un lien avec ce qui s'est passé depuis cette année, et la pandémie, qui est arrivée subitement et qui n'a pas laissé beaucoup de temps pour se préparer, et que les différentes entreprises, et notamment les banques, étaient confrontées à assurer la continuité d'activité avec des personnes qui, quelquefois, étaient en difficulté de se présenter physiquement dans les bureaux. Et ça, c'est un élément qui n'était pas dans les plans de continuité habituellement, qui était préparé par les différentes entreprises. Et donc, les entreprises qui avaient des systèmes d'information assez évolués qui permettaient le télétravail étaient les plus, on va dire, qui étaient en mesure de réagir vite. Et on l'a vu, effectivement, les entreprises qui ont réussi, c'est des entreprises qui avaient mis en place des systèmes d'information ouverts avec la sécurité derrière, toute la couche de sécurité, et cette ouverture-là. Et là, effectivement, on a vu l'intérêt de la sécurité, l'intérêt d'avoir un système d'information ouvert. Après, pour répondre directement à votre question, est-ce que la sécurité, c'est question d'outils? Non, pas uniquement. À mon sens, il y a trois composants importants. Mais en amont de tout ça, il y a un élément fondamental, qui est la prise de conscience de top management de l'importance et de l'enjeu de la sécurité pour l'entreprise. Si on n'a pas cet élément-là, malgré les efforts de la DIC ou du RSSI, généralement, c'est pas. Donc, la prise de conscience de l'importance stratégique de la sécurité DIC, la sécurité des systèmes d'information, la sécurité des données est un élément fondamental pour réussir la mise en place qu'il faut pour sécuriser, on va dire, l'entreprise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bien entendu, il y a l'orga. Il faut que l'entreprise dispose d'une organisation qui permettra d'accompagner et de mettre en place ce qu'il faut en termes de sécurité. Le deuxième élément, bien entendu, il y a la composante technologique, les outils. Il faut se doter, il faut investir, il faut se doter le troisième élément, c'est la sensibilisation et la formation et l'accompagnement des utilisateurs sur l'importance de la sécurité des systèmes d'information. Le dernier élément, le dernier élément, c'est que l'entreprise doit développer en permanence l'expertise sur les sujets, soit développer l'expertise en interne, soit de faire en sorte de disposer de l'expertise à travers des partenariats externes pour qu'ils puissent accompagner l'évolution, le développement de ces sujets-là, parce qu'ils se développent très, 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 très rapidement. Donc voilà, si vous voulez, rapidement, on aura l'occasion de rentrer en détail par la suite. Merci beaucoup. Hassan, j'imagine que vous avez une vision sur plein de secteurs. Comment vous réagissez à ces deux premières interventions? Voilà, donc bonjour tout le monde. Je rejoins ce qu'a dit Si Mohamed Moussaoui et Simon Felsaoud. Donc, le plan de continuité d'activité sur les trois éléments. Il y a l'organisation, bien sûr, il faut qu'il y ait un process bien défini, qui est maintenu à jour régulièrement. Donc, actuellement, au Maroc, comme a dit Moussaoui, donc le sujet du plan de continuité d'activité, c'est un sujet qui est pris à haut niveau par le régulateur du Banque Caraïbe. Moi-même, personnellement, en tant que RSSI dans le secteur bancaire, donc j'étais invité à des réunions qu'on faisait chaque mois, même après les réunions qui s'organisaient avec notre top management sur ça. Donc, pour analyser les risques communs. Et l'objectif, c'était et je pense que c'est un sujet c'est pour pouvoir tester un plan de continuité pour la place financière marocaine. Donc, si Mohamed Moussaoui peut confirmer ça. Donc, la partie, l'autre élément, donc, il y a la partie outillage. Donc, bien sûr, il n'y a pas de plan de continuité d'activité donc ou sans outils. Donc, quand on parle de plan de continuité d'activité, il faut pas le confondre avec le plan de secours informatique.
Donc, quand on parle plan de secours informatique, il fait partie intégrante du plan de continuité d'activité et il est défini. Donc là, je vais rentrer dans la troisième question, quel est le rôle du RSSI au niveau du plan de continuité d'activité. Le responsable sécurité système d'information, je vois qu'il est un orchestrateur dans cette chaîne parce que c'est lui le garant de toute collaboration avec le risque opérationnel pour pouvoir définir le scope qui sera cible du plan de secours informatique. Donc, on parle des activités, bien des applications métiers critiques pour l'entreprise. Ça, c'est très important. Donc, pour le sujet de la cybersécurité, moi, donc, je peux confirmer donc, que la cybersécurité elle repose sur 3 piliers. Donc, il y a le pilier process. Donc, il faut qu'on ait un processus de pilotage de la sécurité de l'information au sein de l'entreprise qui est griffé sur le processus de gestion de système d'information. Il y a la technologie derrière. Quand on parle technologie, donc c'est toutes les solutions qui sont mises en place pour pouvoir protéger les données. Et il y a la partie humaine, dont tu as cité Si Mohamed Moussaoui. Donc, pour moi, l'humain, c'est le maillon faible dans cette chaîne. Il faut avoir un programme de sensibilisation il faut qu'il soit maintenu régulièrement. Donc, on parle actuellement des solutions. Il y a des solutions qui existent qui sont des solutions de e-learning qui sont à jour avec toutes les topics actuels. On parle du nouveau mode, du nouveau mode de plan de continuité d'activité, c'est le télétravail. Donc, qui dit télétravail, c'est les ouvertures du SI pour les collaborateurs qui travaillent depuis leur domicile. Donc, qui dit ouverture de systèmes d'information, tous les systèmes d'information, on parle des applications métiers critiques, donc c'est exposition à des risques vraiment très importants. Donc, c'est des risques, et on l'a vécu durant cette période de crise pandémique. Donc, moi, en tant que responsable sécurité système d'information dans le secteur d'assurance, donc on était appelé toujours à communiquer aux collaborateurs quelles sont les nouveautés en termes de cybersécurité, en termes de cyberattaques et présentation des bonnes pratiques à instaurer et respecter pour pouvoir protéger les données que les collaborateurs manipulent dans le cadre de ces fonctions. Merci beaucoup. Et en fait, je voudrais qu'on continue sur ce point de tout ce qui est cyberattaque, cybersécurité, parce qu'on se rend compte que c'est quand même un sujet important. On a quand même noté une explosion, même dans la presse, hein, des cyberattaques. Est-ce que, selon vous, c'est une conséquence du Covid? Ce que vous évoquez un peu, hein, de plus en plus de gens télétravaillent, travaillent à distance. Est-ce que c'est l'explication principale, une conséquence directe de la crise Covid et du développement du télétravail? Ou est-ce que vous voyez d'autres raisons, d'autres explications à cette explosion du nombre de cyberattaques qu'on vit dans la plupart des pays? Je pense que durant cette période de crise pandémique, donc, il y a pas mal de cyberattaquants qui ont profité de cette occasion, cette opportunité, c'est opportunité pour eux, de profiter de la curiosité des utilisateurs, ou je dis des victimes, donc, qui cherchent par exemple, ou bien qui cherchent l'évolution, qui ont envie de savoir l'évolution de la pandémie. Donc, ces cyberattaquants, donc, ils se passent par le biais de, ils se passent soit par l'Organisme mondial de santé, soit par les ministères tutelles qui sont les ministères de santé. Donc, pour donner des informations, donc, ils profitent de cette occasion. Donc, les collaborateurs, quand ils, soit à travers des applications à installer au niveau des mobiles, soit par le biais d'une technique d'attaque qui est très courante, et on va pouvoir avoir un pourcentage très important, c'est le phishing, c'est de passer des mails, donc c'est d'envoyer des mails aux victimes et se faire passer par des organismes en passant des messages sur les mesures de protection contre cette pandémie, contre le Covid-19,
alors que quand la personne ou bien l'utilisateur clique sur ce lien ou bien ouvrir cette pièce jointe pour avoir ces informations, alors là, soit il y a des logiciels espions, soit il y a un malware, un ransomware qui s'installe en amont et crypte son disque, ou bien qui rend les données inaccessibles en projectant un message qui dit à la victime comme quoi il faut payer une rançon de combien de dollars, donc 300. Et selon la méchanceté des cyberattaquants, il y a les cyberattaquants qui cherchent d'avoir la rançon. Il y a des cyberattaquants qui ont un objectif, c'est de détruire les données des utilisateurs ou bien des victimes. Alors là, et on parle d'une technique qui est encore, elle est moins courante que le phishing, c'est le voice phishing, c'est le phishing. C'est les techniques de phishing, mais par téléphone. Donc, on appelle les personnes. Soit il y a derrière un humain, soit il y a derrière un robot qui est en train de lancer soit des speeches pour faire convaincre la victime à lui communiquer, soit des données bancaires ou autres. Donc, c'est des données qui sont personnelles et critiques. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce premier tour très, très complet. Je vais laisser nos deux autres intervenants compléter parce que je pense que le sujet de la cybersécurité et des cyberattaques, c'est un vrai sujet d'actualité. Exact. Si vous permettez, bon, c'est vrai que ces derniers temps, on a assisté à, on va dire, à une évolution très, très, très importante de la cybercriminalité ou la cyberattaque. Moi, je pense, bon, après, il faut quand même peut-être revenir un peu en arrière pour dire que, on va dire, l'évolution de la cybercriminalité est corrélée au fait qu'il y a une vraie aujourd'hui transformation des comportements, on va dire, des personnes qui commencent de plus en plus à consommer tout ce qui est numérique. Hein. Et bien entendu, de plus en plus, il y a de l'offre sur le numérique qui se développe d'une manière très, très importante avec tous les chantiers auxquels on assiste aujourd'hui sur la transformation digitale d'une manière globale de l'ensemble des acteurs économiques. D'ailleurs, même les pouvoirs publics aujourd'hui, les services gouvernementaux, de plus en plus, on a des chantiers qui permettent d'avoir on va dire, des services numériques. Donc, ça, c'est une tendance, c'est quelque chose qui va continuer dans le temps. C'est-à-dire que c'est un élément qu'il faut qu'on intègre dans notre gestion et notre, on va dire, nos plans d'action, dans nos feuilles de route. Après, c'est vrai qu'avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que subitement, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, les gens se retrouvaient confinés et ils avaient le moyen digital ou numérique pour, on va dire, réaliser un certain nombre de choses. Hein, et notamment, on a assisté à une explosion de e-commerce, hein, par exemple. Beaucoup de nous, dans le secteur bancaire, on a assisté à des explosions de toutes les transactions digitales pour le paiement, pour les services financiers d'une manière globale. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a une multiplication, enfin une utilisation qui évolue d'une manière très, très, très rapide sur le digital, en parallèle, les gens qui, entre guillemets, profitent de cette situation-là, entre guillemets, peut-être qu'il y a un potentiel pour, mais je dis bien entre guillemets, de faire des profits financiers à travers des actes criminels sur le cyber, c'est tout à fait normal qu'on va dire qu'il y a cette évolution importante. Et c'est à nous et à chacun de nous de faire ce qu'il faut pour limiter, on va dire, l'impact de ces actes-là qui sont criminels sur, on va dire, l'évolution naturelle de l'activité des transactions numériques d'une manière globale. Voilà. Alors, si je peux juste me permettre, en complément à ce que a dit si Mohamed et si Hassan, je pense qu'il faut aussi revoir un petit peu l'historique et l'histoire. Aujourd'hui, la cybercriminalité n'a jamais été aussi forte qu'avant. Vous prenez juste, à titre d'exemple, en 2019, selon un rapport de Forrester, presque 1,23 milliard dossiers ont été piratés. C'est du jamais vu en termes de taille.
Aujourd'hui, si Hassan a parlé d'une variante de cyberattaques qui aujourd'hui deviennent un peu le classique et il est même en train de prendre la position numéro 1 en termes d'attaque, c'est les ransomware. Alors il faut comprendre pourquoi les ransomware ont pris cette envergure et cette ampleur qui n'a jamais été observée avant. Enfin, il y a deux éléments fondamentaux à ça. Le premier élément fondamental, c'est que, et comme vous l'avez dit Jean-Michel, aujourd'hui, depuis le Covid-19, c'est-à-dire depuis mars, nous avons, et même, je dirais, Dell Technologies, à l'échelle internationale, elle a fait une enquête avec un indice de protection des données auprès de presque 3000 sociétés, en France, aux États-Unis et Canada. Mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris un échantillonnage de presque 150 entreprises au niveau de l'Afrique, du Maghreb, mais également au niveau du Middle East. Qu'est-ce que ça en ressort? C'est que presque 73% de ces entreprises-là ont subi une attaque de type ransomware. C'est extrêmement élevé. Un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a signalé mes confrères, si Hassan et si Mohamed, c'est que l'ouverture qui a été imposée, parce qu'on n'a pas vu le Covid-19 venir, c'est quelque chose qui nous a été imposé à partir de mi-mars sur le fait de pouvoir travailler à distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises, déjà, qui avaient une certaine agilité au niveau du système d'information et une certaine ouverture, ont ouvert les canaux pour les différents employés afin qu'ils puissent travailler depuis chez eux. Là, ça a donné lieu à quelque chose de très, très simple. C'est qu'aujourd'hui, les ransomware, aujourd'hui, c'est un argent fou qui peut être ramassé avec ce type d'attaque. Juste pour donner, aujourd'hui, on a une pléthore de nombre de ransomware, plus de 10 000 variantes. Une seule variante en 2019 a pu ramasser, une seule variante, a pu faire quelque chose comme 11 millions de dollars, une seule variante. Donc aujourd'hui, on observe même ce genre de type d'attaques qui sont en mode as a service. C'est-à-dire vous avez un cloud qui fournit un certain nombre de services, du backup as a service, de l'infrastructure as a service. Ben aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu l'aspect financier et ils proposent même des sortes de ransomware as a service, c'est-à-dire vous leur donnez la plage d'adresse publique, par exemple, bon, je prends l'exemple, mais c'est pas sérieux, c'est Mohamed, l'adresse publique de Al-Barid Bank, et c'est eux qui vont se charger de pouvoir faire cette attaque jusqu'à ce qu'ils puissent attaquer et avoir accès à des données pour les crypter. Ça peut être des données névralgiques de la banque, des données utilisateurs, le système je dirais, de data warehouse, un certain nombre de dispositifs qui sont essentiels à la continuité d'activité d'une banque, et ils vont demander des rançons. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que beaucoup de clients, malgré le fait qu'ils ne le disent pas, mais ils payent ces rançons-là. Donc, du coup, le marché du ransomware et des cyberattaques de type ransomware a pris cette explosion, une dimension extrêmement importante, et tout le monde veut prendre sa part du gâteau. Donc aujourd'hui, quels sont les dispositifs pour pouvoir contrer ça? Déjà, comme l'a signalé Mohamed et Hassan, c'est que c'est plusieurs niveaux, plusieurs couches. La couche technologique, certes, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante, parce que malgré le fait, et ça, vous l'avez vu, hein, je peux vous le dire, hein, j'ai des clients, malheureusement, confidentialité oblige, je ne peux pas citer les noms, mais des clients importants, des banques, des opérateurs télécoms, juste à côté de nous, hein, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ils ont subi, oui, non, je ne donne pas de nom, c'est normal, ils ont subi de plein fouet ce type d'attaque, rien que sur les 8 derniers mois, et ils ont vu un certain nombre de serveurs, de données complètement cryptées. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on assiste à une nouvelle race d'attaques plus intelligente qu'avant. Parce que rappelez-vous, si on remonte le temps 10 ans en arrière, on avait des attaques assez classiques de type DDoS, TCP flooding, ce genre de choses. Mais ça, tous les mécanismes de sécurité aujourd'hui, ils peuvent les contrer, ils peuvent les arrêter. Mais avec les ransomware, puisque aujourd'hui, comme l'a signalé Hassan, il y a plusieurs canaux qui peuvent permettre d'infecter un système à l'intérieur d'une entreprise. Et derrière, il faut le savoir, le ransomware est le malware qui se propage le plus vite parmi tous les types de malware qui puissent exister. Donc, ça veut dire que la propagation est tellement vite que même les responsables n'ont pas le temps de pouvoir prendre les dispositifs nécessaires. Donc aujourd'hui, il y a une corrélation qui doit se faire, plus une juxtaposition de plusieurs actions d'un point de vue technologique, certes, mais également d'un point de vue procédural,
pour pouvoir le permettre. Et aussi, le plus important, comme il a été signalé maintes fois, et je le répéterai autant de fois qu'il faut, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Parce que le maillon faible de l'histoire reste toujours l'humain. L'humain, puisque une personne qui, malgré tous les dispositifs qui vont être mis au niveau d'un établissement public ou d'une banque ou d'un opérateur télécom, il peut ramener une clé USB, la mettre sur son desktop ou son laptop et la propagation peut se faire. Comme le fait de cliquer sur un attachement au niveau d'un mail, pour nous, ça se voit comme étant des gestes simples, mais derrière, l'impact est extrêmement élevé. Rappelez-vous, je terminerai par ça, des attaques qui ont été perpétrées récemment et malheureusement, ça allait au-delà de l'impact financier. Je prends l'exemple d'un hôpital à Düsseldorf en Allemagne où malheureusement un ransomware il a mis à plat, à chaise l'ensemble du système d'information de l'hôpital. Conséquence directe, c'est qu'il y avait des gens au niveau du service d'urgence qui ont été obligés de les transporter vers un autre hôpital. Et malheureusement une dame, elle est décédée sur le chemin. Donc, regardez, non seulement un impact financier, mais ça commence à devenir également des impacts d'un autre type. Et surtout maintenant, c'est l'humain dont on parle. Donc, réellement, il y a une vraie urgence pour redéfinir un peu la stratégie de cybersécurité au sein des entreprises pour pouvoir vraiment essayer d'avoir cette dernière ligne de défense, malgré que les brèches vont venir. Parce que le mindset aussi des RSSI et des DSI a changé à travers les derniers mois, les dernières années, puisque avant vous aviez des gens qui disaient « Non, c'est bon, nous, on a les dispositifs de sécurité, on est bon. » Aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. On va se dire « On va se faire attaquer, c'est juste question de temps. Comment se préparer pour pouvoir limiter au maximum l'impact de ces types d'attaques ?» Voilà comment on doit réfléchir dorénavant. Merci. Merci, c'est un effet très, très complet. Je ne voudrais pas qu'on parle que cybersécurité, risque, attaque, ne soyons pas entièrement anxiogènes. Et je voudrais qu'on aborde aussi, dans cette logique de production de données dans tous ces secteurs-là, quelques autres sujets. Un petit message pour ceux qui nous suivent sur Zoom. Alors pour ceux qui sont sur le live Facebook, ça va être plus compliqué, mais ceux qui nous suivent sur Zoom, vous avez un petit bouton normalement en bas de votre écran où il y a marqué questions-réponses. Ça n'a pas conversé, parce que converser, c'est plutôt échanger, ça on a le droit bien sûr. Mais si vous avez des questions-réponses, dans une vingtaine de minutes, on vous donnera la parole, alors d'un point de vue chat, évidemment, et donc on pourra prendre vos questions, mais n'hésitez pas, si vous avez d'ores et déjà des questions pour nos intervenants, vous pouvez les noter dans cet espace questions et réponses, on fera les réponses, bien sûr, à l'oral. Oui, pour ne pas être dans le 100% anxiogène, même si c'est des vrais sujets, je voudrais qu'on rentre aussi sur quelques éléments de construction de cette continuité, cet aspect des données dans les secteurs bancaires, assurance, télécom, administration, et notamment sur deux sujets. Le premier, c'est l'identité numérique. Quand on parle de tous ces sujets-là, il y a quand même un enjeu autour de l'identité des gens, et bien sûr de toute l'information, des données personnelles qu'on va avoir auprès de ces personnes, qui sont à la fois des citoyens, quand on parle de l'administration, et l'exemple cité sur la santé l'illustre, parce que les citoyens, il y a aussi des données de santé, il y en a d'autres, etc. Et puis quand on a des clients des opérateurs télécoms et des banques, c'est aussi une foultitude d'informations clés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette question de l'identité numérique? Est-ce que vous êtes serein, au Maroc notamment, sur cette question? Je ne sais pas qui veut commencer. On n'est pas forcé de faire toujours dans le même ordre. On peut varier les plaisirs. Je peux intervenir sur ce sujet parce qu'effectivement, je pense même que c'est le fondement aujourd'hui de du nouveau monde digital. Parce qu'aujourd'hui, à l'instar de ce qu'on peut être un citoyen lambda, il va être défini à travers sa carte d'identité nationale lorsqu'il va se présenter pour un service au niveau d'une entité, une administration publique par exemple, ou bien au niveau d'une agence bancaire ou une agence de télécom. Aujourd'hui, comme on est en train de faire je dirais, shift, on est en train de shifter vers un monde complètement digital. Et en l'occurrence, je prendrai un exemple très concret aujourd'hui qui est en train de prendre forme au niveau du Maroc, à savoir, en fait, le registre national de la population. Alors, c'est un projet extrêmement stratégique qui a été lancé par le gouvernement et qui est en train aujourd'hui d'être mis en place. Je suis fier en tant que Dell Technologies de dire qu'on est aussi, on fait partie de ce projet-là en tant que fournisseur également. C'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir identifier un citoyen pour pouvoir aussi, par exemple, pouvoir cibler les campagnes pour pouvoir faire les aides. Rappelez-vous, depuis le Covid-19, malheureusement, un certain nombre de nos concitoyens, ils étaient un petit peu
à l'arrêt en termes de travail. Donc, du coup, aucune source de revenus pour eux durant cette période de lockdown qui a été fait au Maroc, à l'instar de ce qui a été fait également sur d'autres pays. Donc, à un moment donné, il était question de pouvoir rendre un service public pour ces gens-là, pour pouvoir les aider. Donc, c'était une aide financière, pécuniaire, pour pouvoir le faire. Donc, et on est passé, je dirais fatalement, par un canal digital, puisque aujourd'hui, le gouvernement, depuis le mois d'avril, il a pensé à mettre en place un portail afin que les personnes nécessiteuses puissent renseigner un certain nombre d'informations. Et derrière, il y aura tout un workflow pour pouvoir valider cette personne-là dont le besoin et qui va recevoir un code avec lequel il va pouvoir aller se servir auprès d'une agence bancaire pour retirer l'argent dont il a besoin. Donc là, fondamentalement, c'est quelque chose qui a pris toute sa, je dirais, son ampleur d'un point de vue digital et qui a rendu la chose beaucoup plus simple. Parce que imaginez si on devait le faire en mode paperasse, en mode comment recenser cette population qui est dans la nécessité. Et aujourd'hui, ce projet de RNP qui a été même, je dirais aussi, lancé par les hautes instructions de Sa Majesté, c'est pour pouvoir vraiment mieux cibler les populations qui nécessitent des aides et des subventions de l'État et qui va être faite de manière beaucoup plus simple. Un deuxième exemple concret aussi, c'est que, vous le savez, il y a une transformation aujourd'hui qui se fait sur la carte d'identité nationale qui a été lancée aussi par le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on est à la phase de la production, puisqu'on est presque à 1 million de Marocains qui sont déjà en possession de leur nouvelle carte d'identité. Cette nouvelle carte d'identité va intégrer une puce qui va avoir un certain nombre de services associés et qui va permettre en fait de pouvoir vraiment interagir de manière beaucoup plus simple, plus sécurisée également, lorsqu'on va pouvoir demander une authentification du citoyen pour un certain nombre de services, etc. Donc ces éléments-là sont pour moi extrêmement importants, puisque, encore une fois, sans confiance numérique, cette identité ne prendra pas tout son essor pour pouvoir faire ces différentes transactions qu'on souhaite, que ce soit au niveau du secteur financier avec les banques, que ce soit au niveau des établissements publics pour un certain nombre de services, je dirais, génériques et basiques qu'on peut demander, et également la dématérialisation, et aujourd'hui qui a pris depuis les 5-6 dernières années toute son ampleur pour digitaliser au maximum les services publics. Voilà. Merci beaucoup. Mohamed Moussaoui, je pense que ça vous parle, tout ce sujet. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je vais commencer par, en amont un petit peu, pour dire que, en fait, l'identité numérique, c'est un élément qui permettra la confiance numérique. Hein. C'est un élément important. Et pourquoi la confiance numérique? Aujourd'hui, d'abord, je vais essayer de partir dans notre contexte et dans notre réalité au niveau des banques. Les banques marocaines ont amorcé depuis quelques années des transformations digitales très importantes, en vue, on va dire, de permettre le maximum de services et de transactions bancaires via le digital. Jusqu'à présent, on va dire, un certain nombre de transactions financières sur la notion de transaction sont aujourd'hui permises et se développent d'une manière très importante. Par contre, certains aspects liés à l'entrée en relation, la vente à distance et tout ça, c'est quelque chose qui commence et qui est confronté à la problématique d'identification. Parce que sur le plan réglementaire, il y a la connaissance client, il y a l'identification, la protection des données personnelles, enfin un certain nombre d'exigences réglementaires importantes qui font que aujourd'hui, on va dire, cette identification numérique est un élément central pour développer tout ce qui est digital autour. Et donc, il y a on va dire, un cadre réglementaire est en train d'évoluer et on peut citer le fait que le Covid a eu, on va dire, un côté positif parce que ça a permis d'accélérer, on va dire, la réglementation pour permettre un certain nombre de choses et notamment l'entrée en relation à distance. Donc, la Banque centrale a publié des circulaires qui permettent de développer ce genre de choses. Mais aux finalités, c'est-à-dire que si demain, on a une identité numérique pour la population qui permette cette confiance numérique, aujourd'hui, la problématique de développement de digital, c'est-à-dire c'est un élément essentiel et fondamental pour le développement des transactions numériques.
Après, j'ouvre la parenthèse pour rappeler peut-être également le fait que notre pays avait amorcé depuis un certain nombre d'années la signature électronique, la confiance numérique à travers le fait qu'on a responsabilisé Post-Maroc, Balid El Maghrib, comme tiers confiance sur le volet signature électronique. Mais on va dire aujourd'hui, on est en train d'évoluer pour que ça soit, on va dire, déployé au grand public. Aujourd'hui, autant les entreprises accèdent, on va dire, à ce volet-là avec la signature électronique, le grand public, à travers cette notion d'identité numérique et une confiance numérique, et ça me paraît un besoin important pour qu'on puisse développer les transactions numériques à grande échelle. Voilà. Merci beaucoup. Hassan, je donne aussi la parole sur cette question d'identité numérique. Oui, je me permets d'intervenir ce qui a été annoncé par Si Mohamed Moussaoui et Sinouf El Saoud sur l'identification numérique. Donc, je vois que tout a été dit. Donc, moi, je me permets d'intervenir là donc, pour répondre à un de nos spectateurs qui a demandé de parler un petit peu de la responsabilité du gouvernement face à la cybercriminalité. Il faut savoir que actuellement, la cybersécurité, donc, c'est un sujet qui a été pris au sérieux à haut niveau donc, par les instances gouvernementales. Donc, on parle bien de la direction donc, à l'échelle du Maroc et bien évidemment donc, d'autres pays africains, je pense que c'est la même chose. Nous, au Maroc, notre cas, donc, il y a l'instance de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information donc, qui a créé, élaboré pas mal de guides afin d'accompagner d'accompagner les organismes d'importance vitale. Donc, je parle des administrations publiques, les offices. Il y a même des sociétés qui exercent des activités qui rentrent dans des secteurs un petit peu critiques pour la population marocaine, pour la société marocaine. Donc, il y a même une nouvelle loi qui vient d'apparaître. Donc, c'est la loi 0520. Donc, c'est une loi qui est liée à la cybersécurité. Il y a la loi pour la protection des données à caractère personnel, donc, qui est régie par la Commission nationale des données personnelles, qui est actuellement en phase de revue. Donc, si vous pouvez accéder au site officiel de la CNDP, donc, elle est en train d'être alignée, de s'aligner avec la RGPD, Règlement général de protection des données, donc c'est ce qui est la loi européenne de la protection des données à caractère personnel. Donc, tout ça prouve que vraiment, donc, il y a l'ex-speech du souverain qui a présenté 3 topics. Le premier topic, c'était la cybersécurité et appelle à l'engagement des entreprises de respecter les exigences légales et réglementaires. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite pour rappeler aux gens, pour poser des questions à partie Q&R, hein, pas converser, parce que si on doit gérer sur deux espaces en même temps, ça va être un peu compliqué. Donc, la partie Q et R pour les questions, il y en a déjà une qui est posée, mais on en attend d'autres. Moi, j'avais une dernière thématique que je voulais aborder avant de passer à ces questions. On a parlé des données. Effectivement, on a l'exemple de données qui a été proposé, notamment autour de tout ce qui était RMT. C'est le fait de pouvoir envoyer notamment des subventions aux populations les plus vulnérables économiquement. Et on a vu que dans le cas de la crise Covid, c'était important. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est paiement mobile, qui est aussi un des grands sujets de développement. Ça concerne aussi bien les opérateurs télécoms que les banques, mais également les pouvoirs publics, parce qu'avec le paiement mobile, ça peut être payer des subventions, payer des aides, la sécurité sociale, la CNSS, peut-être demain des impôts, et oui, ça peut arriver, ou des services. C'est le cas déjà. Comment vous positionnez-vous justement par rapport à cette question autour du paiement mobile? Alors, peut-être, parce que bon, c'est un sujet qui est pris en charge aujourd'hui par les banques et les établissements de paiement au Maroc. Et avant de parler du mobile, pour situer un peu les choses, on a parlé un peu on va dire la transformation digitale, les transactions numériques digitales d'une manière globale.
les transactions numériques ne peuvent être réalisées d'une manière, on va dire, assez importante sans la composante paiement. La composante paiement électronique est une composante pour réaliser, on va dire, les transactions numériques d'une manière globale. Lorsque je demande, par exemple, une pièce, par exemple, l'extrait de naissance à travers le web, bah, j'ai besoin de payer, de régler le service. Et donc, j'ai besoin d'avoir la possibilité de le faire d'une manière électronique. Donc, le paiement électronique, c'est un composant dans la chaîne pour le développement des transactions numériques d'une manière globale. Et par la suite, je vais faire le lien avec le Covid, les aides sociales. Effectivement, tout à l'heure, Saoud a fait, on va dire, a présenté, a parlé de ce sujet-là. Et nous, au sein des banques, nous avons vécu cette opération-là. Donc, effectivement, le gouvernement marocain avait décidé d'octroyer des aides sociales pendant la période de Covid pour faire face aux pertes de travail pour les personnes qui ont subi l'impact du Covid et qui ont perdu, on va dire, qui étaient en arrêt temporaire du travail. Et effectivement, il y avait cette question, on va dire, de transférer d'une manière électronique ces aides sociales, s'est posée d'une manière très, très importante. Il y avait deux questions. Il y avait l'identification de ces personnes-là. Tout à l'heure, on a parlé à travers le site. Et il y avait également le canal pour distribuer ces aides sociales-là. Et donc, cette problématique, et c'est à ce moment-là, on a posé la question, le rôle du mobile éventuellement. On avait on va dire, un écosystème mobile assez opérationnel, assez développé, on aurait facilité la distribution de ces aides sociales. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait au Maroc d'une manière globale? Effectivement, depuis 2017, les pouvoirs publics, à travers la Banque centrale et l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécoms, avaient lancé un grand chantier de mise en place du paiement mobile national. Donc, depuis, il y avait beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Et à fin 2018, on va dire, l'écosystème technique est opérationnel aujourd'hui. L'ensemble des acteurs, à la fois les banques et les établissements de paiement, aujourd'hui, sont connectés à un système interopérable qui leur permet d'effectuer des transactions sur le mobile. Aujourd'hui, on a deux familles d'opérations qui sont opérationnelles. On peut transférer de l'argent d'une personne à une personne via le mobile d'une manière totalement interopérable. Et on peut également payer chez les commerçants, c'est-à-dire un commerce de proximité. Et aujourd'hui, c'est possible de l'équiper avec une application mobile et on peut régler des achats et des services auprès des commerces de proximité. Ça est totalement opérationnel sur le plan, on va dire, l'infrastructure, l'écosystème est opérationnel. Alors, ce qui reste à faire, c'est qu'effectivement, il faut, le fonctionnement, on va dire, d'une manière pertinente de cet écosystème, c'est de disposer d'un réseau d'acceptation de commerce de proximité assez important pour développer à une grande échelle les transactions de paiement mobile d'une manière globale. Ça, c'est quelque chose qui est en cours parce qu'il y a un travail d'accompagnement, des incitations fiscales. Sachez que, on va dire, ces commerces de proximité dont on parle, c'est généralement des gens qui ne sont pas forcément dans le formel sur le plan fiscal. Donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait. Il y avait des incitations qui ont été introduites dans la loi de finances 2020 de cette année. Voilà, donc il y a un travail en cours et nous espérons très, très prochainement d'avoir, on va dire, un écosystème qui est totalement opérationnel avec une dynamique positive qui va enclencher, on va dire, le paiement mobile au Maroc d'une manière très, très importante. Un dernier volet, dans ce projet-là, il y a une composante, les paiements d'aide sociale. Il est prévu également de dématérialiser les paiements d'aide sociale à travers le mobile. C'est quelque chose qu'on est en train de
de mettre en place à travers le programme TICIR. On est en train d'y travailler pour que les bénéficiaires reçoivent directement leurs aides sur le mobile. Donc, voilà. Alors, je rejoins parfaitement ce que Si Mohamed a dit, parce qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que c'est grâce à l'avènement des télécoms qu'on a réussi à pouvoir un petit peu démocratiser aussi ce paiement électronique, parce qu'il y a une intime liaison, puisque d'abord, comme l'a signalé Mohamed, il faut avoir l'infrastructure nécessaire pour pouvoir assurer ces différents services de paiement. Aujourd'hui, je pense que le Maroc il a fait un énorme pas dans ce sens, puisque tous les organismes, quel que soit au niveau des différentes banques, les différents organismes de paiement, ont vu le développement de ce secteur-là de manière beaucoup plus accrue. Néanmoins, malheureusement, la circulation du cash reste toujours d'actualité. Et parce que, malgré tout, il faut aussi faire une analyse aussi de la typologie des citoyens au-delà, parce que l'utilisation aussi d'une application et des moyens de paiement électronique nécessite quand même un certain niveau je dirais, de maturité que, par exemple, toute la population ne pourra pas faire. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins des services qu'on devait, par exemple, se déplacer pour pouvoir les assurer en termes de paiement, aujourd'hui, c'est clair qu'on peut bypasser ça. Tout est devenu, et ça a été aussi, tout à l'heure, ça m'a interpellé, parce que si Mohamed en a parlé, c'est que durant cette période de Covid, beaucoup de gens, ils étaient intelligents pour pouvoir changer de canal de distribution et de vente. C'est que les gens ne se déplaçaient pas aussi souvent qu'avant, c'est normal, Covid-19 oblige. Donc, les habitudes des personnes ont changé. Je commencerai par moi-même. Aujourd'hui, tous les achats des aliments, je dirais, nécessaires au quotidien, je les fais à travers mon smartphone et je me fais livrer chez moi en toute quiétude, etc. Donc, il y a des changements de manière et des habitudes des citoyens qui commencent à se faire grâce à l'avènement et le développement de ces infrastructures, grâce également à la contribution des différentes banques également présentes dans le secteur financier aussi, qui supportent ce genre de choses, puisque ça n'apporte que des aspects positifs, qu'on le veuille ou pas. Ça permet vraiment une simplification je dirais, de la gestion au quotidien des transactions. Et derrière, bien entendu, bien sûr, il y a aussi un certain nombre de réglementations qui doivent encore prendre place. On n'a pas encore toutes les réglementations en vigueur pour pouvoir vraiment gérer ça de manière propre à 100%, mais je pense qu'il y a pas mal de textes de loi qui vont voir le jour très très rapidement. Ils sont en train d'être à l'étude par le gouvernement et par les parlementaires, et c'est ce qui va vraiment amener à pouvoir faire cette grande transition digitale qu'on est en train d'attendre pour pouvoir vraiment tirer le plein de profit de cette transformation-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, j'incite tous nos membres participants sur Zoom, encore une fois, ceux qui sont sur live sur Facebook, ce sera plus compliqué, de nous poser des questions. Pour l'instant, dans la partie questions, on en a deux, dont la première à laquelle je pense qu'on a déjà répondu sur données personnelles et identité numérique. On avait une autre question, je vous la livre, hein, vous pouvez la voir aussi, de Yacine Aban. Ma question concerne le plan de secours informatique. À part la méthode classique qui consiste à préparer un plan annuel et à réaliser des tests de basculement tout au long de l'année, selon le planning, y a-t-il d'autres méthodes, une question de méthodologie, hein, pour tester cette continuité de service de l'entreprise? Comment on teste ce fameux plan de secours? Peut-être, si vous permettez, avant peut-être d'aborder les réponses aux différentes questions, je voulais quand même ajouter un complément important pour donner on va dire, une lecture plus, on va dire, une vision plus claire sur la partie mobile au Maroc. Pour dire deux choses. D'abord, avant la mise en place de ce projet de paiement mobile national, les banques avaient déjà mis en place on va dire, un certain nombre de services, ce qu'on appelle le mobile banking ou mobile payment, pour leurs clients, hein, d'une manière propre aux clients de la banque. Et que également, nous avons une plateforme nationale Faturati qui permet, on va dire, de jouer l'intermédiaire entre les banques et les facturiers. Et c'est quelque chose qui a très, très bien marché aujourd'hui, enfin, depuis des années,
pour régler une facture d'eau et d'électricité, on n'a pas besoin de se déplacer, on peut le faire à travers le mobile. Le paiement d'impôts également, la direction des impôts a fait un effort important de dématérialisation des services. Il permet de payer énormément on va dire, de services, enfin d'impôts sur Internet, sur le mobile. Et les facturiers, l'ensemble des facturiers aujourd'hui, on peut le faire. Donc, c'est des choses qui se sont très bien développées. Et je donnerai quelques indicateurs nous concernant au niveau d'El-Barid Bank. Aujourd'hui, sur le mobile, cette année, nous allons frôler les 25 millions de transactions sur le mobile. Et nous sommes à un niveau de 1,4 million de clients qui utilisent aujourd'hui, qui ont souscrit au mobile banking. Pour vous dire que c'est quelque chose qui est assez développé. Reste, on va dire, l'enjeu, le nouveau enjeu important, c'est les commerces de proximité, on va dire le micro-paiement via le mobile pour les achats de petits achats et de petits services de proximité, qui est également l'enjeu, on va dire, important. Voilà. Alors, si je peux intervenir juste sur ce dernier, sur ce dernier point qui vient d'être cité par Si Moussaoui, c'est que les commerces de proximité. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie est là, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, il y a différents acteurs, que ce soit Mastercard, Visa, Apple et d'autres, qui aujourd'hui peuvent utiliser le smartphone pour pouvoir faire des achats avec des petits montants, juste avec contactless. C'est-à-dire, je pense que ça ne nécessite pas beaucoup d'infrastructures, puisqu'il y a un équipement, une sorte de TPE avec l'application qui doit être installée chez le commerçant. Et derrière, sur le mobile de la personne, on est capable d'avoir ce qu'on appelle un e-wallet, c'est-à-dire un portefeuille de monnaie digitale qu'on peut utiliser pour pouvoir faire ces petites transactions. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. Bon, en Europe, on a déjà, je dirais, c'est un marché aujourd'hui qui est en pleine utilisation. Au Maroc, on commence à avoir, je dirais, l'utilisation, mais qui commence timidement. Mais je pense que ça viendra. Donc, ça va se rajouter à cette, je dirais, tout le volet de transactions qui se fait déjà à travers les différentes applications offertes, que ce soit par l'intermédiaire des banques pour pouvoir assurer le paiement d'un certain nombre de factures, que ce soit de l'électricité, d'eau, la DGI, les services, je dirais, de taxes, d'impôts, qui aujourd'hui, on peut les faire de manière 100% digitale, mais il y aura aussi d'autres services supplémentaires. Et je pense que l'engouement même des opérateurs télécoms vers ça, puisqu'il y a pas mal d'opérateurs télécoms qui essayent de se transformer en une sorte je dirais, de banque digitale, en quelque sorte. Donc, pourquoi? Ils ont vu l'intérêt qui commence à prendre énormément d'ampleur et, bien entendu, ça intéresserait également les opérateurs télécoms de faire partie de cet environnement-là. Voilà. C'est Naufel, si vous permettez, moi je pense que je voulais clarifier un point important que tu viens de dire. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas une problématique d'infrastructure ni d'application. Mais je voulais quand même clarifier. Le modèle marocain ne s'appuie pas forcément sur les deux systèmes Visa et Mastercard, ni sur les TPE. On a adopté on va dire un modèle spécifique au Maroc qui s'appuie sur le numéro de téléphone, sur le téléphone uniquement, et pas la carte. Et donc, le commerce de proximité dispose déjà, on a déjà des commerçants qui sont déjà équipés à travers une application sur mobile uniquement. Et le client paye par mobile, le commerçant est réglé sur son mobile. Par contre, il y a un travail en parallèle pour faire converger le paiement mobile et le paiement par carte à travers soit le QR code, soit NFC, et converger le mobile et le TPE, c'est en parallèle. Mais ce n'est pas le modèle, on va dire, c'est le corps du modèle marocain, c'est uniquement le numéro de téléphone et le téléphone. Voilà. Oui, je confirme. C'est la carte SIM, c'est la base de la carte SIM qu'on fait. Et modèle sur lequel le Maroc est d'ailleurs assez innovant au niveau mondial. Absolument. Ouais. Alors, je pense que le sujet effectivement des paiements électroniques et des moyens de paiement mériterait une conf à lui tout seul, tellement il est intéressant, essentiel et vaste. Je me permets de faire un thème keeper et de revenir sur les questions de nos participants.
Il y en a deux, ça commence à arriver. Il y en a la fameuse sur la méthodologie, un plan de secours informatique, même si ce n'est pas qu'une partie des plans de continuité d'activité, bien entendu. On nous demandait la question, est-ce qu'il y a des méthodes un peu originales pour tester ce plan hors situation de crise qu'on a pu vivre récemment? Est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question? Bon, peut-être je vais apporter peut-être une partie de la question ou quelques éléments, si je peux répondre à la question. Aujourd'hui, effectivement, enfin, d'une manière un peu plus historique, c'est un peu ce qui a été décrit dans la mise en place d'un PSI et on va dire ces tests, c'est de le mettre en place, de faire des tests périodiques, de faire des alignements entre, on va dire, le site principal et le site de secours. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des évolutions technologiques importantes, surtout l'évolution des télécoms. Et de plus en plus, on va dire, on observe qu'il y a une orientation vers des sites actifs. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le site PSI passif. Je le teste de temps en temps pour voir est-ce que ça marche, mais j'utilise les infrastructures de PSI et de site principal en même temps. C'est-à-dire ce qu'on appelle actif, parce que les lignes télécom aujourd'hui ne coûtent pas très très cher. Et je peux faire fonctionner en mode d'exploitation et de production les deux sites en même temps, les deux infrastructures. Ce qui nous permet à la fois d'être tout le temps, on va dire, sûr que le PSI fonctionne. Donc, il y a une tendance vers ça pour justement utiliser les deux infrastructures d'une manière active. Alors, je rejoins ce point-là pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plein de clients, que ce soit des banques aujourd'hui, pour par exemple les plateformes monétiques, juste pour le dire, effectivement, ils utilisent des architectures actif-actif. Comme ça, en cas je dirais, d'arrêt de service inopiné sur le site principal, ben, il y aura presque de manière transparente la continuité de l'activité. Il n'y aura même pas de basculement sur le deuxième système, puisque comme la plateforme, elle tourne virtuellement sur les deux, donc même en cas d'arrêt sur le site principal, le deuxième site, il continue à fonctionner de manière quasiment transparente pour les utilisateurs. La même chose s'applique également pour les systèmes de billing des opérateurs télécoms. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà utilisé depuis de nombreuses années pour assurer la redondance actif-actif des plateformes les plus critiques, les systèmes de billing, comme vous le savez, pour les opérateurs télécoms, et la plateforme la plus critique, puisque tout arrêt, je dirais, d'une minute va coûter énormément. Et la même chose pour la plateforme monétique dans une banque, c'est exactement un des systèmes les plus critiques qui existent. Donc, effectivement, je rejoins Moussaoui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, de par le fait que les télécoms, les liens télécoms, commence à être d'un point de vue prix abordable, mais également la technologie aujourd'hui le permet, c'est-à-dire rendre un système virtuellement actif est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps et nombreux clients au Maroc, mais également dans d'autres pays en Afrique, hein, je l'ai vu comme étant des clients propres à Dell, utilisent ce genre de technologie pour la continuité de service. Donc, on va pouvoir un petit peu avoir un mécanisme de sécurité supplémentaire, puisque effectivement le PCA, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne pourra pas dérouler chaque semaine, vu que c'est assez lourd. Ça nécessite quand même une structure, une organisation humaine, procédurale, technique assez importante, mais ça va permettre un petit peu d'avoir un deuxième niveau de sécurité supplémentaire pour la continuité je dirais, du business de l'entreprise. Un autre élément reste, parce qu'aujourd'hui, et c'est ça, malheureusement, je n'aime pas être pessimiste, mais malheureusement, avec ce qu'on vit au quotidien, aujourd'hui, il y a je dirais, si on prend encore les cyberattaques, quelquefois, elle va pouvoir affecter, pas seulement infecter le système primaire, mais également le site de repli. Donc, vu que les deux sites sont en continu, en relation continue, puisqu'il y a toujours des réplications qui se font entre les données de production qui sont sur le site primaire, mais également les données de basculement sur le site de backup, si jamais il y a une propagation qui va se faire, ben elle va pouvoir se propager sur les deux. Donc, à un moment donné, en cas d'attaque assez sérieuse, on va se voir les deux systèmes sur les deux sites principal et de backup complètement à l'arrêt. Donc, il y a ce qu'on appelle pas le disaster recovery, mais ce qu'on appelle le recovery plan, qui va être un petit peu une sorte de coffre-fort de données les plus importantes
à la continuité du service de l'entreprise et qui va permettre, c'est comme un coffre-fort quand vous l'avez à la maison où votre femme va mettre les bijoux les plus chers, de l'argent, etc. Ben, vous allez mettre les données les plus critiques de l'entreprise dans ce sorte de coffre-fort. Et lorsque, même en cas d'attaque et de propagation d'une attaque sérieuse qui va infecter ou crypter les données sur les deux côtés, ben vous êtes capable de garder une copie intacte des données pour pouvoir assurer la continuité de service. Voilà. Merci. Juste un petit point à la fois pour répondre à une question et puis à des éléments qu'on voit dans la conversation. Évidemment, quand on parle de PCA, de plan de continuité d'activité, ce n'est pas que de l'informatique. Hein. Il y a aussi d'autres domaines qui sont Absolument. Absolument. Voilà. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ça a été posé plusieurs fois comme question. On précise bien, l'informatique, c'est un élément important, mais c'est bien sûr pas le seul. Moi, il y a une question que je trouve super intéressante, et on revient sur tout ce qui est cyberattaque, qui est une question qui est de se dire, est-ce que cette forte croissance des cyberattaques ne sont-elles pas aussi dues au fait que les gouvernements, ce n'est pas pour le Maroc, hein, c'est bien sûr dans tout le continent, voire même en dehors du continent, finalement, dans les pays, les gouvernements ne sont pas très affûtés sur la question. Je ne dis pas laisse faire les choses, mais finalement, n'apportent pas forcément tout le soutien ou tout l'accompagnement qu'ils devraient. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi? Et encore une fois, pas forcément au Maroc, mais aussi dans d'autres pays. Enfin, non, franchement, non. Moi, j'ai eu l'occasion à la fois, moi, je pense que ça a été, c'était tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est en cours pour faire évoluer notre cadre réglementaire, législatif et également l'organisation relative à la sécurité des systèmes d'information et la sécurité des données d'une manière globale. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'État, il y a une conscience assez, on va dire, importante sur ces sujets-là. Hein. Et on est en train d'avancer tout à l'heure. Hier, il y avait le Conseil des ministres et on a validé, on va dire, une nouvelle loi sur le sujet de la sécurité des données, la sécurité des systèmes d'information. Donc, il y a réellement un travail qui se fait. Je pense à l'échelle mondiale, j'ai eu l'occasion également d'assister à un séminaire sur la réglementation, on va dire, bancaire à l'échelle mondiale. Ils sont également très conscients. Il y a beaucoup de travail sur la réglementation de la cybersécurité d'une manière globale, parce que c'est un enjeu majeur pour accompagner la transformation digitale du marché bancaire, qui, je pense qu'au niveau des différentes organisations internationales, au niveau de Bâle, au niveau de la Banque des règlements internationaux, enfin, toutes les instances, on va dire, qui gèrent un peu le domaine financier et bancaire à l'échelle mondiale, sont conscientes de l'importance de ce sujet-là et sont en train d'y travailler. C'est pas simple, mais ils sont en train d'y travailler. Donc, je pense que, en tout cas, moi, je n'ai pas cette impression-là. Alors, si je peux juste rajouter oui, vas-y, point, sinon. C'est que aujourd'hui, je pense que la cybercriminalité n'a pas de frontières. C'est quelque chose qui va attaquer des adresses IP. Ces adresses IP peuvent être distribuées de manière, une au niveau de la Nouvelle-Zélande, une autre en France, au Bénin, au Maroc. Donc aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est comment pouvoir travailler en commun pour pouvoir mettre en place des frameworks afin de pouvoir faire bénéficier l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, comme l'a signalé Si Hassan, il y a par exemple la DGSIC qui travaille sur un certain nombre de choses pour pouvoir permettre d'assurer la sécurité des établissements, que ce soit public, mais également la sécurité au niveau du Maroc dans sa globalité. Il y a un certain nombre de frameworks qui ont été un petit peu travaillés à l'échelle internationale, notamment le NIST, où on va décrire les meilleures pratiques, les meilleures recommandations pour pouvoir assurer une meilleure sécurité du système d'information et l'améliorer, puisque aujourd'hui on est dans une sorte d'asservissement. Et les gouvernements à eux seuls ne peuvent pas, je dirais, parce qu'un gouvernement au Maroc ou en Tunisie ou en France n'est pas le garant de la sécurité de l'ensemble des établissements qui existent au niveau de l'économie. Mais chaque établissement doit déjà lui-même faire le travail à son niveau. Et la première des choses, encore une fois, on va le redire, c'est la sensibilisation par rapport à la sécurité du système d'information. Il faut que chaque individu, chaque employé, chaque utilisateur sache que n'importe quel geste,
il réfléchit 2 fois avant de pouvoir faire un acte parce que ça peut entraîner, impacter l'ensemble du système dans lequel il opère au niveau de l'entreprise, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est devenue un marché très lucratif et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir une émergence encore beaucoup plus importante dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'il faudra se préparer, pas seulement au niveau des établissements d'un certain nombre d'organismes au niveau du pays, mais également au niveau de tout un chacun des différentes entreprises, établissements du pays. Voilà. Oui, je rajoute même une information, c'est que nos instances gouvernementaux, donc, ils interopèrent entre elles. Donc, apparemment, notre direction générale sécurité système étant un régulateur, donc, il s'inspire et travaille en partnership avec l'Agence nationale de sécurité système d'information, la Défense nationale française. Et ils établissent des partenariats avec d'autres instances d'expertise. Actuellement, ils sont même à l'échelle du Maroc, par exemple, pour les organismes d'importance vitale. Ils sont en train, pour soit l'accompagnement à la mise en conformité ou bien l'audit de la mise en application de la directive nationale élaborée par cette instance gouvernementale, on trouve qu'il y a actuellement un exercice d'homologation auprès de la DGCC, des cabinets d'expertise, pour qu'ils puissent homologuer des cabinets, soit pour l'audit, soit pour la mise en conformité, donc l'accompagnement. C'est une information que je rajoute à ce qu'a cité Noufel Saoud. Une question qui va peut-être faire plaisir à Noufel, c'est si le site primaire et secondaire est attaqué, est-ce qu'il ne faudrait pas un troisième site de sécurité? Je pense que forcément pas, mais c'est vrai que beaucoup d'organismes, beaucoup d'opérateurs télécoms, beaucoup de banques aujourd'hui font une triangulation, c'est-à-dire un troisième site pour pouvoir avoir ce site de repli en cas, je dirais, de mise en down des 2 sites principaux et sites de backup. Mais comme je l'ai signalé tout à l'heure, en fait, on n'a pas forcément besoin pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, d'avoir ce troisième site parce que, ça coûte pas seulement de l'argent, mais ça coûte également en termes de gestion, d'exploitation d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément positifs pour l'entreprise de manière générale. Mais on a possibilité d'avoir au sein de soit du site primaire, soit un site secondaire, un emplacement qui va être ce fameux coffre-fort, comme j'ai dit, qui va permettre, et ça c'est quoi? C'est de la technologie, c'est des process, c'est une gestion qui va permettre en fait à la DSI de pouvoir parer à toute éventuelle propagation d'infection des 2 sites pour pouvoir restituer les données les plus critiques à la continuité de l'activité de l'entreprise. Donc ça, en fonction de la taille, de la stratégie et du risque que peut encourir cette entreprise, partir sur une architecture 3 sites ou rester sur 2 sites avec la mise en place de dispositifs supplémentaires. Donc ça se discute au niveau de l'entreprise en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et il y a des benchmarks sur les distances adéquates entre le site principal et le site de secours? C'est une nouvelle question. Aujourd'hui, il y a une exigence réglementaire. Par exemple, pour les banques, il faut avoir 100 km entre le site principal et le site de backup. En fait, je pense que c'est beaucoup plus une problématique d'avoir les 2 sites sur 2 plaques tectoniques différentes. Et en général, on a qualifié que 100 km est assez, je dirais, assez suffisante pour que ça puisse permettre d'être conforme. Voilà. On oublie peut-être souvent de le dire, mais l'Afrique est le continent le moins dangereux, les 5, en termes de risque naturel. Paradoxalement, on ne pense pas, mais c'est beaucoup moins dangereux de faire des sites comme ça. L'Asie, par exemple. En Asie ou même en Amérique. Effectivement. Moi, j'avais une question. Dans sa première intervention, Hassan nous a dit, finalement, le maillon faible, c'est l'humain. Oui. Parce que la technologie existe, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme moyen de corriger ce maillon faible, parce que c'est un peu nous. Et ça rebondit avec, bien sûr, une des questions qui était sur est-ce qu'il y a des structures pour développer les compétences, notamment. Voilà, c'est quoi les solutions? C'est de la formation? C'est de la sensibilisation? C'est de la formation et de la sensibilisation continue. Parce que, voilà, donc la sensibilisation, c'est un process qu'il faut maintenir dans le temps. Donc, à chaque fois, donc, au sein des entreprises,
il faut qu'on organise à une fréquence régulière donc, des campagnes de sensibilisation à ce qu'on puisse rafraîchir la mémoire des collaborateurs en termes de risques et enjeux liés à la cybersécurité. Ainsi, bien sûr, organiser des évaluations, faire des serious games. Donc, il y a pas mal de techniques qui rentrent dans cette campagne de sensibilisation. Et après, pour moi, pour pouvoir mesurer l'efficacité de cette campagne, donc, on peut se lancer avec des simulations d'attaques de phishing, par exemple, pour pouvoir tester la vigilance et la conscience sécurité des collaborateurs. Donc, comme ça, on aura des dashboards sur l'état de conscience ou bien de vigilance des collaborateurs en termes de sécurité de l'information. Ça, c'est un cycle, ça rentre dans le cycle d'amélioration continue. Peut-être par rapport à ça, pour un petit complément, effectivement, moi je partage parfaitement ce qu'a dit Hassan. Dans le secteur bancaire, bien sûr, à côté du fait que on a un certain nombre d'outils qui permettent un peu de diffuser, on va dire, et de sensibiliser sur l'importance de la sécurité à travers de la sensibilisation de la formation. Bon, il y a tout un référentiel documentaire à travers des chartes, des procédures. Mais à côté de cela, il y a deux éléments également. Il y a le fait que le contrôle permanent aujourd'hui est un élément important qui permet de maîtriser les risques au niveau du secteur bancaire. Ça fait partie, on va dire, de ces missions pour aller vérifier chaque fois est-ce qu'on applique les règles, les normes, ainsi de suite. Et il y a à côté des indicateurs de mesure. Parce que toute activité, si on n'a pas des indicateurs de mesure pour les piloter, les suivre et réajuster, faire des corrections nécessaires, on peut pas réussir. Donc, il y a voilà, ces deux éléments complémentaires qu'également on a l'habitude de les utiliser au niveau du secteur bancaire, en tout cas chez nous. Alors, dernier point concernant cet aspect humain, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est face à une situation où on doit être en permanence en train de se rafraîchir, si j'ose dire, en termes d'information, de sensibilisation par rapport à ces aspects de sécurité du système d'information. Néanmoins, il y a un autre aspect aussi très, très important, et c'est ce qu'on commence à, je dirais, à voir depuis quelques années, c'est que parce que vous avez un système d'information à gérer aussi d'un point de vue DSI, d'un point de vue ressources allouées à cette organisation-là pour pouvoir piloter au quotidien. Malheureusement, les ressources se font rares de nos jours parce qu'il y a un certain nombre de ressources qui commencent à, je dirais, il y a une phase de migration qui se fait au niveau de ces ressources, de ces skills qui sont extrêmement importantes pour chaque pays, en l'occurrence aussi pour le Maroc. Et du fait, il y a de moins en moins de compétences par rapport à ça. Et ça nécessite également une prise en charge au niveau du gouvernement pour non seulement permettre d'avoir, je dirais, un débit plus important d'ingénieurs, de personnes qui vont pouvoir gérer et je dirais, travailler sur ces différentes positions, mais également l'adaptation et avoir une adaptation des différents cursus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Parce que je suis désolé de le dire, ce qu'on peut avoir dans un programme, je dirais, des différentes écoles d'ingénieurs il y a 5 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ça ne sera absolument pas du tout la même chose d'ici 2 ou 3 ans parce que ça évolue tellement vite. Il y a des métiers qui vont complètement disparaître dans 5 ans, 6 ans. Il y a des nouveaux métiers qui vont prendre toute leur envergure dans les 5 prochaines années qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, il faut juste pouvoir être un petit peu assez visionnaire et pouvoir se rapport aux différentes nécessités au niveau du pays en termes de ressources. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Il y avait encore une question, mais qui revenait sur la distance entre les deux sites. Donc ça, on l'a déjà dit, hein, au moins 100 km. C'est des questions à la fois légales et puis de risque environnemental. Et je pense qu'on a en plus fait le tour des questions et on est à 2 minutes de la fin de ce webinaire. Donc ça a été d'une très grande efficacité. Moi, je voudrais vous remercier tous les trois pour vos interventions et surtout pour la précision de vos réponses. Parce que des fois, on a des conférences où les gens parlent dans des grandes théories.
L'avantage avec vous trois, c'est que c'était vraiment concret et précis. Et je pense que les différents participants ont apprécié. J'ai vu les commentaires, justement, vos réponses qui étaient vraiment précises et pointues. Et ça, c'est toujours agréable dans ce genre de webinar. Merci infiniment. C'est un plaisir. Merci à vous et merci à tout le monde qui ont. Merci à e-conférence pour l'organisation de cette conférence. Peut-être un dernier mot de la part de e-conférence pour conclure. Merci Jean-Michel. Donc, à mon tour, je remercie tous les intervenants pour la qualité des échanges et espérons qu'on vous donne rendez-vous très rapidement pour une deuxième édition. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir.